Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle a 41 ans, depuis pas longtemps. Elle a commencé sur le lac Léman et depuis, les mers et les océans du monde entier l'ont vue passer. Elle est modeste et son phrasé suisse la ferait presque passer pour une discrète, mais s'il y a bien un adjectif qui la caractérise, c'est engagée ou déterminée aussi, enfin moi je trouve. C'est l'aînée d'une fratrie qui, comme sa sœur Justine, a commencé plutôt tard à régater et quand on regarde les parcours, on se dit qu'il n'est jamais trop tard, justement. Elle a fait grandir de jeunes marins suisses à la tête du mythique Cerf de Genève, a dirigé des projets sur le tour-voile notamment, a fait le tour aussi comme navigatrice avec les femmes de la Boulangère. Le D35 sur les 10-4, le GC32, l'Ocean 50, elle sait aussi. Le multicoque, ça a l'air de l'éclater. Et puis le large, le très grand large, dont elle a un sens aigu. La Volvo Ocean Race en 2014-2015, à bord de l'équipage 100% féminin, SCA, avec Sam Davis, Caroline Brouwer, entre autres. Et puis aussi Turn Tide for Plastic avec Dick Afari. Et puis le Magenta Project aussi, qui vise à monter et faire monter les femmes de la voile et à créer la mixité et la parité. Elle fait partie des pionnières. Cette maman a aussi osé dire non à la Women America's Cup. Ses convictions, elle y tient. Des idéaux aussi en ce qui concerne le respect et la protection de l'environnement, dont elle a conscience depuis toujours, mais que ses études ont renforcé. Elle a navigué aux côtés d'Alexia Barrier pour The Famous Project et depuis cette année, la co-skippeuse d'Anne-Claire Lebert au sein du projet Upwind by Mer Concept en Ocean 50 avec la Transat Café L'Or en ligne de mire. Alors oui, c'est la rentrée, mais est-ce que ça s'est vraiment arrêté ? Élodie Jane Métro est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Élodie. Bonjour. Je dis Élodie ou Élodie Jane d'ailleurs ? Non, Élodie, c'est très bien. Donc on dit c'est la rentrée, c'était la rentrée pour ta fille aussi aujourd'hui, c'est l'émotion ? Oui, c'était chargé en émotions et j'étais très contente d'être là cette semaine pour pouvoir l'accompagner et voilà, la voir retrouver tous ses copains ce matin. C'est important d'arriver à le trouver justement cet équilibre. J'aime bien cette phrase. C'était important pour moi d'être là pour la rentrée. Oui, c'est en fait des fois on est là, des fois on n'est pas là pour les moments qui paraissent importants. Après Arnaud, mon compagnon, me dit toujours que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être présent, enfin un peu tout le temps, et puis que ces grandes échéances, elles sont finalement, c'est pas de ça dont elle se souviendra plus tard. Donc voilà, il aide parfois à faire passer la la pilule de l'absence. Ouais, c'est plutôt mignon. Ça veut dire quoi le mot rentrée pour toi d'ailleurs ? D'abord en souvenir d'enfance, tiens. La rentrée, c'est quoi pour toi, Élodie ? Oh bah je pense que j'étais aussi excitée de retrouver mes copains que
que Colline cette année. En fait, ouais, pour moi, c'était vraiment retrouver les copains, les copines. J'étais toujours, je me souviens d'avoir toujours été très très contente de retourner à l'école. Et là, aujourd'hui, ça veut dire quoi pour toi la rentrée? Parce que, est-ce qu'il y a vraiment une rentrée d'ailleurs? Ben là, ouais, pour nous, ça va être un peu la rentrée avec Anne-Claire parce que là, c'est la dernière ligne droite. Enfin, il nous reste moins de 2 mois avant le départ de la Transat Café L'Or. Donc ça va aller très très vite et on naviguait ensemble la semaine passée avec nos sponsors Eleven Hour Racing à une régate de classique à Mahon à Minorque. Et puis du coup on a pu c'était vraiment super parce que en plus de naviguer sur un très beau bateau classique, on a pu aussi avoir le temps de mettre en place plein de choses, de discuter de plein de choses pour la préparation de la TCO qu'on n'a pas forcément le temps de faire, qu'on n'a pas forcément le temps de voir quand on est avec le bateau à Concarneau et qu'on a les entraînements et que les journées sont déjà bien remplies. T'as hâte de cette transat en multi? Ah oui, je me réjouis d'y aller. Ça va être une grosse découverte pour moi, la course au long cours en double. Donc, je me réjouis de découvrir ça. Je me réjouis de vivre cette course et puis de voir ce qu'on arrive à faire avec Anne-Claire. Puis ce sera sympa, il y aura quand même 2 métros au départ de cette, course, dans des catégories différentes, mais voilà, les filles, vous arrivez en force, hein. Ouais, je crois qu'on sera aussi les deux seules Suissesses sur cette course. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Les 2 Ouais, sœurs et les 2 Suissesses. ouais. Comment est-ce que ça commence, ton histoire d'amour avec la voile? Alors, on a eu la chance d'avoir, ta sœur, cadette, Justine, en invitée. Alors c'est vrai qu'elle nous avait je me souviens d'une phrase, et c'était il y a longtemps, mais je me souviens qu'elle nous avait dit, «À la maison, glander sur le canapé, le week-end, c'était pas trop le genre. On faisait toujours beaucoup de choses». Je crois il y avait ça un peu chez vous, c'est ça? Qu'il fallait l'action, quoi, En fait, découvrir des choses? voilà, en y réfléchissant un peu, enfin après coup, on se rend compte qu'on avait un papa un peu hyperactif peut-être, et que du coup, c'est vrai que chaque jour il y avait une activité, que ça soit d'aller à la piscine, d'aller au bateau, visiter un musée, se balader dans la forêt, mais on faisait toujours quelque chose. Et c'est vrai que en revoyant des petits films dernièrement, on s'est rendu compte qu'on avait certainement passé beaucoup beaucoup de temps au bord du lac, soit accompagner papa quand il allait bricoler sur le bateau, soit aller faire des petites navigations en plus toute l'année, quoi. Et ben l'été surtout quand on partait en croisière, mais après même printemps, automne, ou même des petites sorties les jours d'hiver où il faisait beau. Donc je crois qu'on a passé beaucoup de temps sur le bateau familial, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis on a eu aussi la chance d'avoir un papa qui nous a pas mis la pression, qui a toujours fait en sorte que les heures de navigation soient accompagnées de beaucoup de jeux. Et puis je crois que c'est ça qui nous a fait crocher en fait à un peu l'amour du bateau dès le début. On va y revenir évidemment, mais je rebondis sur ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il en reste justement de ces débuts avec, faut qu'il y ait du jeu, faut qu'il y ait de la bienveillance aussi, visiblement. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans la navigatrice que tu es? Eh je crois que la base, c'est vraiment le plaisir d'être sur l'eau, le plaisir d'être dehors, outre le jeu de la régate. Je crois que je me rends compte vraiment que j'ai de la chance en fait de pouvoir travailler en extérieur, et puis aussi je trouve qu'on fait un sport qui est vraiment magnifique, avec tous les supports sur lesquels on peut naviguer. C'est jamais pareil. Il y a toujours des bateaux à découvrir. Comme la semaine passée où on a navigué sur un bateau de 1935, où les fois on a la possibilité de naviguer sur des bateaux qui volent. Et je trouve qu'on a un sport, on a la chance de faire un sport qui est tellement riche et tellement varié. Il y aura, enfin, voilà, il y a des choses à découvrir à l'infini, et c'est vraiment une chance en fait d'avoir choisi ce sport et de pouvoir gagner sa vie en naviguant. Justement, tu dis c'est une chance d'avoir, choisi ce sport. Alors on le disait en introduction, si je me trompe pas, la régate, c'est venu
un peu «tard» entre guillemets. Ça a été quoi le déclic pour toi? À quel moment tu t'es dit: «Mais en fait, c'est ça, ça va être ma vie ça, en fait»? Alors je crois qu'il y a jamais eu vraiment de déclic, mais le truc de base qui m'a emmené au centre d'entraînement à la Régate, c'était qu'on faisait de la croisière avec des copains qui naviguaient en dériveur. Et puis une fois, je m'étais dit il faudrait que j'apprenne quand même à régler des voiles pour pas me retrouver à la traîne par rapport à mes copains qui faisaient du dériveur. Et c'est pour ça que j'ai intégré premièrement le centre d'entraînement à la Régate. Et puis après, bon, on se retrouve dans un groupe de jeunes super sympa avec qui ont pour objectif de participer au Tour de France à la voile. Et en fait, c'est comme ça que j'ai participé à mes premières après à mes premières grandes courses. Mais je m'étais pas dit. Je pense qu'avant de participer à la Volvo Ocean Race avec Team SCA, je m'étais pas dit que ça allait être vraiment une carrière tracée dans la voile. Qu'est-ce qui, alors avant la Volvo, hein, malgré tout, dont on va bien sûr, parler, hem, qu'est-ce qui va être, un peu déclencheur justement comme course pour toi? Eh ben, d'abord, il y a la première sélection où j'arrive à me sélectionner pour faire partie de l'équipage de Donna Bertarelli sur l'Eddie 4. L'Ethicat? Donc ça a été vraiment ma première expérience professionnelle. Enfin voilà, on avait un encadrement, on avait un coach, on naviguait sur un bateau super bien préparé, et ça a été ma première expérience de navigatrice pro. Donc ça, c'était, enfin voilà, un premier échelon. Et puis après, ben j'ai pu à la fin de mes études, travailler au centre d'entraînement à la Régate et gérer le projet du Tour de France. Et ça, c'était aussi un autre échelon enfin voilà, de bascule dans le monde de la voile professionnelle. Et ensuite, il y a eu vraiment la grosse découverte de la voile offshore, enfin du vrai offshore en participant à la Volvo Ocean Race avec Team SCA. Et puis après là, c'était parti. Alors enfin, je me souviens qu'on avait cette idée après avoir participé à la Volvo qu'on allait être appelé, que, enfin voilà, c'était parti, on allait avoir une carrière dans la voile, mais en fait, c'était pas comme ça. Il a fallu après quand même essayer de trouver le chemin en fait vers la suite. Quels étaient les projets suivants, comment on peut faire pour continuer à gagner sa vie dans le sport, où est-ce qu'il faut vers quelle direction faut se diriger. Enfin, c'était pas forcément évident, mais finalement voilà, ça l'a toujours fait. Enfin, c'est une carrière qui s'est construite des fois un peu dans l'inconnu total, où on sait pas trop au mois de décembre ce qu'on va faire au mois de mars, mais finalement on arrive toujours à trouver des plans pour naviguer. Alors, j'ai envie de t'entendre évidemment sur cette première re Volvo. Je rebondis quand même sur ce que tu dis. Ça a été, une période de doute pour toi justement après cette Volvo où donc il y avait cet équipage, emmené par Sam Davis qui était donc 100 féminin. L'idée que ce soit pas une évidence une fois la course terminée pour vous de retrouver tout de suite du travail et d'être appelé. Est-ce qu'on doute? Est-ce que toi tu as douté? À quoi tu t'es accroché pour te dire, «Non, non, mais il faut continuer»? Comment tu as su à quelle porte aller, frapper? J'ai eu de la chance après la Volvo, c'est qu'on sur cette course-là, j'ai rencontré entre autres Sally Barco et Annie Loche, qui avaient depuis de nombreuses années milité pour réussir à avoir une wild card sur le World Match Racing Tour, et qu'on réussi à l'avoir suite à la participation à la Volvo Ocean Race. Donc je suis partie en fait avec Sally pour 2 ans de match race en M32. C'était à l'époque où c'était passé en catamaran. Et du coup, on a fait le circuit pendant 2 ans et c'était ça ne enfin on gagnait pas trop notre vie, mais ça nous a permis de rester occupés et à côté de ça de faire quelques autres projets qui nous permettaient de vivre. Mais c'était une période assez géniale de pouvoir faire du match race avec les filles après une course offshore. Il en reste quoi de cette, 1re Volvo, Élodie? Ah! Oh, il en reste Ah déjà bah, comment on fait? Parce que il y a non, il y a 10 ans, ouais. ouais, c'était il y a 10 ans. Bah, c'était une course qui a été
enfin, c'était fantastique de pouvoir découvrir ça à 30 ans. Après, c'était pas un projet facile parce que c'était un projet pour les femmes, mais géré par des hommes. Ça fait quoi comme différence? Ben, ce qui était, euh, ce qui était assez fou, c'est qu'en fait, enfin, Sam ou les skippers ou les chefs de car, en fait, elles avaient pas vraiment leur mot à dire sur les choix d'équipage ou les choix en général. Puis en fait, c'est un projet qui a été construit pour des femmes, mais sans vraiment leur demander leur avis. Et ils ont mis énormément de poids sur la préparation physique, mais à tel point qu'en fait, on est arrivé au départ de la course en étant Les Golgoth? éreinté physiquement, parce que en fait, ils avaient pour idée fixe que de toute façon, on serait pas assez forte pour pouvoir s'aligner contre les hommes, alors qu'en fait, dans la voile offshore, on sait très bien enfin, maintenant j'aurais la capacité de le dire et de le mettre en avant, mais on sait très bien que c'est pas, il n'y a pas que oui, la force physique fait partie de l'exercice, mais qu'en fait il y a tellement d'autres choses qui rentrent en compte et ils auraient pu se concentrer sur le fait qu'on arrive à aller plus vite dans toutes les conditions, qu'on arrive à faire qu'on soit vraiment calé sur les manœuvres, qu'on arrive à en fait gérer le bateau mieux que les autres. Et ça aurait dû être en fait le mot d'ordre pour toute cette préparation. Vous avez essuyé les plâtres. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Après, ce qui était super chouette, c'est qu'on a quand même montré à la fin de la course, en gagnant l'étape Lisbonne-Lorient, qu'on était justement capable d'avoir un bateau, de faire aller le bateau plus vite que les autres et d'aller au bon endroit. Et ça, je pense que ça a été très positif pour les femmes dans la voile en général. À l'issue de cette Volvo-là, si je ne me trompe pas, il n'y a pas cette idée du Magenta Project qui commence déjà à mûrir? Oui, c'est ça. Donc en fait, quand nous on participe à la Volvo Ocean Race, donc c'était 2014-2015, ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de femmes sur la course, alors qu'il y avait eu des femmes et des équipages 100% féminins auparavant. Avec Tracy Edwards, notamment? Voilà. Et du coup, en fait, on s'est dit, c'était à la fin du projet, on s'est retrouvés pendant 4 jours à Marche 30 pour faire un bilan de la course avec Richard Brisius, qui était le team manager. Et en fait, c'était hyper bien d'avoir fait ça. Et on a pu justement faire des tables rondes où on a discuté qu'est-ce que c'est la suite. Et puis, il y a eu vraiment ce constat de dire, faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place, parce que si on fait rien, c'est possible que dans 4 ans, il y ait à nouveau pas de femmes sur cette course. Et c'est comme ça qu'est né le The Magenta Project, et qu'après cette association, elle a pu avoir du poids en fait dans les meetings, dans les rendez-vous qu'il y a eu pour l'organisation de la prochaine Ocean Race, et qu'il y a cette première règle de mixité obligatoire qui est arrivée pour l'Ocean Race 2017-2018. On va peut-être rappeler pour nos auditeurs et nos auditrices, Élodie, ce que c'est justement le Magenta Project, ce qui est peut-être pas une évidence pour tout le monde. Oui, alors c'est une association ou une fondation qui a pour but en fait d'aider les régatières à pouvoir faire de la voile de haut niveau dans n'importe quel domaine, que ce soit en olympisme, en voile paralympique, en voile offshore. Et le grand axe du Magenta Project, c'est d'avoir un projet de mentoring. Donc chaque année, il y a des mentors qui sont choisis et qui sont mis en relation avec des mentees. Et puis du coup, ça permet à des femmes des navigatrices ou des navigateurs aussi, parce qu'il y a des hommes mentors, d'apporter leur expérience et leur connaissance, et d'ouvrir leur réseau en fait à des jeunes navigatrices qui ont envie de pouvoir faire de la voile leur profession. Et ça, c'est quelque chose, c'est un projet qui est hyper riche, qui amène beaucoup, et puis qui a créé un réseau de navigatrices ultra, vraiment fort. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans ce sport. Est-ce que toi, tu as eu ou tu as d'ailleurs, des modèles? Alors hommes, femmes, hein, pas forcément, femmes, mais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré? Oui, ben, je crois que notre génération, elle a été vraiment très touchée par l'expérience d'Ellen MacArthur,
son Vendée Globe où elle termine deuxième, je crois j'ai 20 ans. Donc on a toutes lu son bouquin. Enfin voilà, elle a été vraiment impressionnante. Et je crois que ouais, Hélène MacArthur, elle nous a vraiment montré que c'était possible en fait. Et vous, dans la famille, on pense à tes sœurs notamment, ou tes frères, mais surtout tes deux sœurs. Vous, vous vous persuadiez comment? Vous vous aidiez comment pour grandir justement les unes et les autres? Parce que au final, vous êtes toutes de super navigatrices. Je pense qu'on s'est, en fait, à la fois, on s'est soutenu, mais aussi il y a eu un peu de compétition intrafamiliale Pas entre même familial. les frères et sœurs, parce que quand il y en a un qui allait naviguer sur tel bateau, après c'était l'autre, et il y a toujours une compétition de qui est-ce qui est déjà allé à 50 nœuds ou plus ou pas. Donc, je crois qu'on s'est à la fois poussé et soutenu les uns les autres dans les différents projets. Puis on a aussi pas mal navigué ensemble au départ, j'ai pas trop navigué avec Justine, mais j'ai fait beaucoup de match race avec Laurane et puis navigué aussi avec Brian sur le Tour de France à la voile. Donc on a quand même partagé aussi des moments chouettes en mer ensemble. À quel point vous êtes fiers les uns des autres? Tu me poses la question sur le Vendée Globe, que ça soit sur le départ ou l'arrivée. On a été tous, enfin moi en tout cas, j'ai été très très fière de Justine et surtout contente qu'elle revienne en un morceau. Mais oui, voilà, il y a beaucoup de fierté et puis surtout, je trouve qu'en fait c'est très positif quand on voit que les gens qu'on aime, ils arrivent à faire ce qui les passionne et puis à gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Vous êtes du genre à vous le dire, hein, que vous êtes fiers les uns des autres? Oui, en tout cas avec Justine, qu'on lui a dit. Ouais. Parce qu'il y a quand même un truc qui reste aussi rigolo, c'est on voit ces photos dans les Sables d'Olonne avec l'appartement que vous aviez dû louer en famille, avec ses banderoles et tout. Enfin, la famille Métro était là derrière sa sœur, quoi. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Oui, oui, on a la chance d'avoir des copains d'Amiens qui ont une maison sur le chenal, qui donne sur le chenal, et j'ai découvert ça il y a 4 ans quand on est allé leur dire coucou au sable. Et en fait, directement, on avait dit ah mais si on peut avoir votre maison pour le départ du Vendée, ça serait génial. Et puis non, c'est vrai on a pu bien soutenir Justine avant son départ. On a eu la chance de pouvoir être présent au départ et à l'arrivée. Et c'est vraiment des moments qu'on n'oubliera pas quoi. Ça valait vraiment la peine de se déplacer et de pouvoir l'accompagner dans ces moments. Ça fait vivre. Enfin, si ces courses, elles rallient autant de monde, c'est que ça fait vivre des émotions exacerbées au départ, à l'arrivée. Et c'était fantastique de pouvoir faire partie un petit peu de cette aventure. Et qu'est-ce qu'une grande sœur qui a déjà 2 Volvo Ocean Race à son actif dit à sa plus jeune sœur qui va aller faire elle aussi un tour du monde en solitaire? Hmm. Je crois que je lui ai dit de prendre soin d'elle quand elle est partie du ponton. Et puis, ouais, je l'ai déjà dit, mais il y a vraiment, d'habitude, quand elle partait en course, en solo ou en double, j'espérais toujours pour elle qu'elle ait pas de gros soucis techniques qui fassent que sa course soit mise entre parenthèses et puis qu'il y ait de la frustration à l'arrivée parce qu'on n'a pas pu pousser le bateau comme on aurait voulu. Et là, vraiment, quand elle quitte le ponton, j'ai juste espéré qu'elle revienne et qu'elle ait pas de gros soucis en mer parce qu'on sait déjà quand on est en équipage que ben nous après on a fait la course sur les Volvo 65 qui étaient des bateaux quand même fiables et costauds. Donc j'ai jamais eu peur quand j'étais en mer. Mais voilà, on sait que les IMOCA c'est une autre histoire et du coup ben, on était voilà déjà très content qu'elle revienne en un morceau. C'est le principal au final. Ouais, enfin et puis au final avec une formidable performance aussi, Oui, en pour plus. un pour un Oui, 1er oui, Vendée. alors après, voilà, malgré ces soucis d'électronique, les soucis techniques qu'ils ont tous et qu'on voit pas forcément. Mais ouais, les 3 dernières semaines de voile du Vendée de Juju ont été compliquées avec cette remontée de l'Atlantique qui a été vraiment dure pour les bateaux, dure pour les marins.
Et ouais, et en fait, c'est quand même c'est marrant de voir que finalement, dès la ligne d'arrivée, tout ça Envol. est très très vite oublié et qu'ils ont très vite envie de repartir. C'est un peu comme quand tu accouches, hein, tu oublies que tu as eu mal parce que tu es content de voir ton enfant, quoi. Ouais, c'est vrai. Et après, je me souviens de Caroline Brower, une fois qu'elle avait justement dit un truc comme ça un des coachs qui disait ah c'était dur et tout. Elle dit non mais toi t'as jamais accouché, tu sais pas ce que c'est. Comment est-ce que ça t'a changé, toi, tes 2 tours du monde, tes Volvo? Ça change comment le marin qu'on est et ça change comment la personne que l'on est? Eh ben, j'ai trouvé à la fin d'SCA, qui était quand même ce qui a été une campagne qui était pas toute simple. J'étais pas vraiment sûre que j'avais envie de recommencer, de repartir. Puis après, quand Di Cafari, elle m'a appelé pour que j'aille en fait donner un coup de main sur Turn the Tide, j'ai dit oui très rapidement parce qu'on oublie vite. Et puis en fait, ça a été une très très bonne expérience parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait j'avais malgré les frustrations avec Team SCA, j'ai pu me rendre compte qu'en fait j'avais appris énormément de choses et puis que j'avais aussi beaucoup de choses à transmettre aux marins qui découvraient la Volvo Ocean Race justement quand on était sur Turn the Tide. C'était une équipe super jeune. Il y avait quand même Brian Thompson, Nico Lundven, Dee, Liz Wardley qui était là pour encadrer le tout, mais il y avait des marins aussi qui venaient de l'Olympisme ou de l'America's Cup et qui découvraient la course. Et ça a été génial. Et en plus, on était 5 hommes, 5 femmes. Et franchement, c'était une super combinaison. Il y avait justement plus cette souffrance, on va dire physique où tout est dur sur le bateau parce que en fait 2 mecs de 100 kilos pouvaient enfin soulever les voiles et stacker, faire le matossage tout seul en gros. Et puis nous on pouvait se concentrer sur faire avancer le bateau et en fait c'était vraiment une expérience. Ouais, ça m'a beaucoup appris et puis après le côté humain. Je pense que voilà, quand on passe 9 mois en course avec un groupe de gens, le côté humain, il est vraiment prépondérant. Et puis on se découvre vraiment soi-même ou sur ce qu'on peut apporter au groupe. Et puis on découvre aussi les autres et ça crée des liens vraiment hyper forts avec les gens avec qui on navigue. Donc ça, je dirais que c'est le côté vraiment extraordinaire de cette course-là. Et toi, tu as découvert quoi sur toi et sur ce que tu pouvais apporter aux autres et à l'équipage? En fait, je pense que je suis pas la meilleure techniquement sur la nave, sur le bateau, mais je pense que je suis un bon élément dans le groupe. En fait, je crois que j'arrive assez facilement à soutenir les autres, à faire en sorte que le groupe fonctionne. Et en fait, je pense que c'est ce qui est finalement apprécié quand je suis dans une équipe aujourd'hui, c'est que j'arrive à facilement m'intégrer dans un groupe et puis à faire fonctionner les gens ensemble. Je crois que ça, c'est ma force. C'est quoi ton plaisir absolu quand tu es, sur ce genre de course ou, même tout simplement en mer, au large? Oh, ben, les beaux moments, quoi. Les moments où ça glisse, où c'est facile, où c'est beau. Quand on a fait la Med Max avec Anne-Claire, là, l'automne passé, il y a eu des moments vraiment hyper beaux, que ça soit passé dans les Bouches de Bonifacio ou justement entre la Sardaigne et les Baléares. En fait, il y a eu plein de moments qui étaient où justement la navigation était facile, le bateau allait bien, nous deux on était bien. Et c'est un peu des moments divins comme ça où on est, enfin où, voilà, il y aurait pas, on n'aurait pas envie d'être à un autre endroit. C'est la mer est belle, le ciel est beau, il n'y a pas d'orage à l'horizon, on est trop content d'être là et voilà, c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner tout le temps. Quand on lit, les articles qui te concernent, Élodie, il y a, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, des personnes pas mal de personnes qui disent que tu as une grande culture de la course au large. Tu définirais ça comment? Ben, je pense que je commence à avoir pas mal de milles
sous Oui, ça c'est GPS clair. et que en fait, j'ai navigué sur énormément de bateaux différents, que ça soit des multicoques ou des monocoques et ça me permet d'être assez, facilement adaptable. Oui, ce qui revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur, s'adapter aussi dans un équipage. Oui, oui, j'ai navigué, voilà, avec des équipages réduits, mais aussi avec des équipages de 18 personnes sur des bateaux qui font 80 tonnes et avec des mâts de 32 mètres. Et du coup, faut savoir gérer tout ce petit monde, coordonner tout ça. Et ouais, mais c'est ça que je trouve hyper intéressant justement dans notre sport, c'est qu'on peut, il y a toujours quelque chose à apprendre et il y a toujours quelque chose à... Et en fait, toutes les expériences qu'on a sur tous les bateaux, ben, on les met au service des projets. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, des fois, ça soit assez facile de s'adapter au final. Élodie, il y a aussi, cet, épisode, qui a beaucoup fait parler évidemment, la Women, America's Cup, dont tu as fait partie des sélectionnés pour, le défi suisse, à Lingui et finalement tu as décliné. Tu as décliné cette opportunité. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, ben, en fait, j'ai participé aux sélections. J'y ai repensé dernièrement parce que c'était il y a déjà 2 ans, les sélections, 2023. Mmh. voilà, pour Alinghi Red Bull Racing. Et j'étais allée en Suisse, à Brunnen, pour passer 3 jours avec les prétendants à l'équipage. Et puis en fait, j'avais dû faire un assez bon job parce que j'ai été retenue avec 5 autres navigatrices pour faire partie de l'équipage de la première Women's America's Cup. Et en fait, malheureusement, ils avaient pas prévu de budget de rémunération pour l'équipage féminin. Et puis j'ai essayé quand j'ai été sélectionnée, j'ai essayé d'en parler avec eux, enfin de leur dire que ils avaient prévu un défraiement de l'ordre de 80 euros brut par jour, ce qui fait à peu près 50 euros net. Et puis quand j'ai été sélectionnée, j'ai essayé de discuter avec eux, de leur dire que pour moi c'était pas suffisant pour vivre et puis que j'avais besoin d'un peu plus en fait pour tourner s'ils me demandaient d'être là pendant 100 jours pour la saison. Et puis en fait, ils n'ont pas voulu rentrer en matière. En fait, ils m'ont dit que non, c'était le même projet que l'équipage jeune, donc il n'y avait pas de raison que je sois payée et pas les autres. Et en fait, ils ont complètement négligé l'expérience en fait et le fait que qu'avec les filles qui avaient aussi plus d'expérience que les jeunes, genre Nathalie Brugère qui a participé trois fois aux Jeux Olympiques. Ils n'ont pas du tout compris ils n'ont pas voulu comprendre que notre expérience avait de la valeur. Et ce qui était injuste, c'est que je pense qu'on n'aurait jamais dit à un homme qui avait fait 3 fois les Jeux ou qui avait participé à 2 Volvo Ocean Race ou qui avait un palmarès ou une carrière comme la nôtre, un CV comme le nôtre, jamais on n'aurait osé leur proposer 50 euros au jour. Et c'était tellement injuste et on m'a tellement mal parlé que qu'au final j'avais même plus du tout envie d'aller travailler avec eux. Ça a été, une décision, je mets des guillemets, hein, évidente, facile à prendre? Ça a été une décision évidente mais pas facile, hein, parce que faire l'America's Cup, quel marin n'en rêve pas. Bien sûr. J'ai fait aussi beaucoup de match race, enfin voilà, j'ai eu la chance de naviguer avec Sally Barco qui je pense est quand même une des meilleures barreuses match raceuses au monde. Donc c'est vraiment une discipline aussi de la voile que j'apprécie énormément. Et non, ça a pas été facile, mais heureusement j'ai pu avoir le soutien. À l'époque, je naviguais à ce moment-là avec Alexia Barrier, qui m'a beaucoup soutenue, Di Cafari, les gens du Magenta Project avec Victoria Lowe, Bernard Schopfer. Et puis on sentait quand même, même chez les journalistes suisses, qu'il y avait quand même une certaine, qu'en fait, il y avait pas mal de monde qui avait un peu peur de prendre position par rapport à Alinghi ou à Ernesto Bertarelli et que c'était pas, enfin voilà, que pour moi déjà c'était pas forcément évident de dire non parce que je sais que je mets une croix en fait sur le fait de pouvoir un jour naviguer avec eux, mais aussi on sent qu'il y a quand même une voilà une certaine
que les gens ont peur en fait de prendre position par rapport à des gens qui ont l'air puissants dans le milieu. Mais au final, c'était la bonne décision. Question qui m'est venue, en tête, est-ce que, on a peur d'être blacklisté quand on fait ce genre de choses? Ben, en fait, c'est ce qu'on nous met sous le nez, hein, quand on dit non. C'est qu'on nous fait croire que, ben, on va peut-être pas trouver du boulot ailleurs. Après, je pense que j'ai mon réseau suisse. Finalement, c'est pas avec ça que j'ai trouvé du travail ces dernières années. J'ai la chance d'avoir un super réseau international. Et au final, c'était vraiment. Enfin, je me dis, il y a quand même le karma dans tout ça qui rentre en compte, parce qu'après, il y a eu la sélection Upwind by Mer Concept qui s'est ouverte, et puis du coup, il y a toute une autre histoire qui s'est écrite derrière, où justement, on se retrouve dans des projets où ben, c'est bienveillant, on est respecté, notre expérience est mise en valeur et appréciée, et du coup, là, c'est toute une autre histoire qu'on peut raconter. Voilà, au final, je suis vraiment très contente de comment les choses se sont tournées. Évidemment, on va en parler de ces autres chapitres qui se sont ouverts, suite à cet épisode-là. Le faire, c'était être, droite dans tes convictions, droite aussi dans, voilà, cette justice, puisque tu as parlé d'injustice. Mm. Est-ce que c'est aussi, une façon de faire avancer les choses? Bah, j'espère que ça fera avancer les choses. Ça n'a pas changé la condition des navigatrices d'Alinghi Red Bull Racing, malheureusement. Mais j'espère bien en fait que sur la prochaine coupe, si elles en font une, il y aura elles iront en disant qu'elles ont le droit d'avoir un salaire. Et par contre, je pense que ça fait pas mal parler dans le monde de l'olympisme, mais aussi chez les autres équipes de la Women's America's Cup. Et c'est important. En fait, c'est important de faire prendre conscience aux navigatrices qui ont de l'expérience, qui sortent de projets divers ou qui ont fait des préparations olympiques, qu'elles ont le droit d'être rémunérées quand elles vont naviguer, parce qu'elles apportent quelque chose au projet, puis qu'en fait, l'expérience, comme dans chaque métier, elle a une valeur, et puis c'est pas parce qu'on est des femmes qu'il faut l'oublier. Il y a donc d'autres chapitres qui se sont, écrits, et alors notamment effectivement, le projet, Upwind by, Merconcept, mais on va aussi parler de Famous Project puisque tu l'as évoqué, ce projet, monté à bout de bras par, Alexia, Barrier, secondée par, Dick Afary que tu avais, évidemment rencontré sur, la Volvo, précédemment. Alors c'est pas un projet, facile, il faut se battre, hein. Alexia s'est beaucoup battue, elle est allée chercher, ses sponsors, trouver le bateau. Hem, c'est excitant comment ce projet-là? L'idée d'aller, faire un Jules Verne, sur un ultime, avec un équipage, 100 féminin? Alors c'est en fait avec le programme Upwind et le fait que je participe à la Transat, je vais ça va être compliqué pour moi de Oui, c'est ce que je me disais que ça faisait partir. beaucoup quand même, non? Ouais, ça fait un peu beaucoup, mais j'ai quand même eu la chance en fait de passer 2 ans à naviguer avec Di et Alexia et les autres filles sur ce projet, où on a notamment fait une transat en mode 70 pour aller la transat du Rorke, et puis ensuite on a participé à la Caribbean 600 qui était quand même enfin c'était extraordinaire de pouvoir faire cette course sur ce bateau-là. Enfin, c'est des bateaux qui sont fantastiques. Enfin, c'est génial de pouvoir naviguer sur ces bateaux-là. Et en fait, avec le projet Upwind et le fait d'avoir été retenu pour pouvoir faire la transat en double, ça devenait compliqué pour moi de pouvoir faire les deux. J'essaye toujours de trouver un, un compromis acceptable entre le fait de naviguer et aussi d'être présente pour ma famille. Donc voilà, il y a des fois où on peut pas on peut pas tout faire. Et puis là, du coup, je pense pas que je vais pouvoir partir avec elle. Par contre, c'est sûr qu'Alexia surtout met une énergie de dingue à faire fonctionner ce projet. Et j'espère bien qu'elles arriveront à aller au bout, qu'elles arriveront à faire le tour, qu'elles n'auront pas de soucis techniques, hein, qui est un peu des fois la problématique quand on navigue sur ces bateaux. Mais en tout cas, c'est génial pour les femmes dans la voile, pour les navigatrices, qu'il y ait des projets comme ça qui existent. Et même s'il y a il y a des fois des gens, il y a encore quelqu'un, là, on était à la course de classique à Mahon, il
quelqu'un qui disait à Anne-Claire: «Mais en fait, vous êtes plein de femmes dans la voile, pourquoi il y a encore un projet féminin pour faire du de l'Ocean 50? Ça sert à rien» et en fait, non, ça sert pas à rien. Si on regarde les statistiques, on est encore, enfin complètement, voilà, on n'est pas du tout à la parité et même si c'est pas ça qu'on cherche, en fait, il y a encore, beaucoup à faire pour qu'on puisse en fait accéder à des projets qui nous permettent d'engranger de l'expérience, qui fassent ensuite qu'on puisse être engageable à titre de marin sur un bateau mixte, quoi. Voilà, donc il y a encore du chemin à faire. Qu'est-ce qui t'agace, prodigieusement? Bah, ce genre de remarques, mais c'est bien, enfin, en fait, si les gens s'en rendent pas compte, c'est bien de pouvoir le dire qu'il y a encore, beaucoup de disparités et puis, heu et puis non, enfin, je crois que maintenant, enfin, ce qui m'a agacé dans, par exemple, l'histoire avec Alinghi, c'est juste qu'on soit pas considéré, en fait. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Qu'on soit pas considéré comme marin et qu'on reconnaisse pas notre valeur. Voilà, une athlète qui a fait les JO, une athlète qui a une médaille, elle a le droit au même débouché qu'un homme qui a le même CV en fait. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on soit pas engagé au même titre. Ce qui bouge, quand même, je trouve, pas mal dans la voile, quand même, comparé même à d'autres sports, hein, quand tu regardes, bah, même si peut-être ça va pas assez vite, hein, ça je peux l'entendre, très, très bien. Quand tu vois, à chaque fois je pense à Martine Graël sur le CLGP, c'est quand même ultra réjouissant. Complètement, mais heureusement qu'elle est là. Et combien Oui, de non, mais c'est temps vrai, il hein. a enfin voilà, elle a 2 médailles d'or, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres hommes qui naviguent sur ce circuit-là. Heureusement qu'elle est là. Et franchement, c'est finalement maintenant je suis le circuit CLJP Parce presque qu'elle est là. grâce à elle. Ah oui, oui. Je ne suis plus les équipes où il n'y a pas de mixité, où il n'y a pas de femmes à bord, ça m'intéresse pas du tout. Upwind by, Mer Concept, supporté à l'origine par, Eleven Hour, Racing. Qu'est-ce que c'est l'idée de ce projet-là? Alors l'idée, c'est d'amener des navigatrices dans la voile multicoque offshore. C'est ça l'idée de base, c'est de se rendre compte que ben on a eu des Karine Fauconnier, des Florence Artaud, des Hélène MacArthur, qu'on fait des grandes choses en multicoque, mais que ces 20 dernières années, en fait, il n'y a pas eu tant de femmes que ça qu'on fait ben, des trophées Jules Verne ou qu'on naviguait sur les multicoques de course. Donc le constat, il est là. Et puis ensuite, c'est une rencontre entre ben, Cécile Andrieux, qui a cette petite idée dans la tête, et Eleven Hour Racing avec Francesca Klapčić, qui ont envie de faire quelque chose pour les femmes dans la voile. Et voilà, tout ça se met ensemble et naît ce projet Upwind by Mer Concept. Et donc cette année, bien que tu sois, dès le début, hein, associée au projet, cette année, tu as été, nommée co-skippeuse avec Anne-Claire, Lebert. C'est comment la navigation toutes les 2 sur cette Ocean 50? Parce que vous avez déjà fait quelques régates ensemble? Voilà, ben, on a participé à la Medmax l'année passée, puis Mmh. on a fait la Fastnet Fastnet, fin ouais. juillet. Et ben ça se passe bien. On est un bon couple, un bon duo. On a encore, enfin forcément, je crois qu'on aimerait encore avoir des mois et des mois d'entraînement devant nous pour ben, continuer de découvrir le bateau, parce que finalement, en fait, en 2 ans, il y a beaucoup de choses qu'on changé sur le bateau au niveau de l'ergonomie, au niveau des voiles. Donc, et à chaque fois, on a des conditions différentes et on aimerait toujours plus de temps pour s'entraîner, pour trouver les bons réglages de pilote, etc. Mais bon, le temps nous est compté et on va, enfin, mais ça se passe bien. C'est hyper fluide. Voilà, Anne-Claire, elle gérera plutôt le côté navigation en fait quand on est en mer. Et puis moi, le côté plutôt performance, faire aller vite le bateau. Et en fait, on est un duo assez complémentaire avec nos différentes expériences et nos caractères. Donc, bah, ça devrait bien se passer. On va faire en sorte que ça se passe bien. Toi qui as fait beaucoup d'équipage, de vous retrouver, «que» entre guillemets toutes les 2, ça change quoi et ça permet d'apprendre encore quoi?
Ben, ça change pas mal sur la gestion de soi-même. En tout cas, pour moi, c'est une découverte parce que ben, quand on est en gros équipage offshore, on a nos quarts 4 heures, 4 heures. Donc on a l'habitude de ça. C'est finalement assez militaire quand on est en équipage. Et puis là, ben c'est moins militaire. Du coup, on peut plus faire au ressenti. En fait, on peut s'écouter beaucoup plus. On peut discuter avec l'autre, on peut dire bah, j'ai vraiment besoin d'aller me coucher 20 minutes, tu me réveilles après. On peut faire des quarts très courts, des quarts plus longs, des périodes plus longues sur le pont quand on se sent bien et le bateau va bien. Donc il y a vraiment pour moi c'est nouveau, enfin en fait c'est nouveau hyper intéressant parce qu'il y a 40 ans, moi je découvre encore une autre facette du sport avec bah, du coup plus l'aspect météo, navigation, euh, dont je m'occupe pas du tout habituellement parce que quand sur les gros équipages on a une personne dédiée. Tu le navigateur ou la navigatrice, ouais. Voilà, et puis des fois en plus, selon comment est fait le bateau, on n'a pas trop accès à l'ordinateur, c'est toujours compliqué selon nos cas, on n'arrive pas forcément à aller même voir la carto, comprendre toujours tout ce qui se passe. On écoute le chef de quart et puis on applique ce qu'on nous dit. Donc là, il y a vraiment tout cet aspect-là qu'il y a à apprendre et aussi le pilote que je connais pas parce que j'ai toujours navigué sur des bateaux. Bah, quand j'ai fait la Volvo, je l'ai pas faite en IMOCA, donc nous on barrait encore. Donc voilà, c'est encore voilà une autre page de la voile que je peux apprendre là avec la météo, la gestion du bateau et le pilote et la conduite du bateau. Donc c'est super intéressant. Tu es du genre à réagir comment, en moment de bonne grosse galère, en mer? Ben, bonne grosse galère. Ben, en fait, faut y aller, faut faire, quoi. Quand c'est la galère, faut régler le truc. Donc, je pense que c'est important de pas se précipiter, justement, de prendre le temps de réfléchir à comment on va régler le problème et qu'est-ce qui est toujours la priorité pour peut-être pas perdre trop de chemin. Et je pense que la Fastnet, elle a été bien pour nous pour ça parce qu'on a eu un souci d'alternateur et en même temps on s'est retrouvé sous un nuage où on s'est retrouvé un peu empétolé et les bateaux qui étaient proches de nous se sont barrés. Donc il y avait un mélange de trucs et je pense que ça nous a rappelé en fait que qu'il faudra toujours, malgré les soucis qu'on aura, avoir bien l'œil sur ben, qu'est-ce qu'on fait, quel est l'objectif pour les prochaines heures. Ok, on se met d'accord sur ben, c'est là qu'il faut qu'on aille, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et après qu'on se mette sur la gestion du problème, quoi. Voilà. Ça ressemble à quoi les moments ou les jours où tu n'es pas sur l'eau, Élodie, où tu n'es pas en mer, tu n'es pas en compétition? On l'a compris, il y a une petite, Colline qui est là et qui est à l'école en ce moment. Il y a ton compagnon aussi. Ces moments-là, ils ressemblent à quoi? Et toi, est-ce que tu as besoin aussi de déconnecter un peu ou c'est pas nécessaire? Comment ça se passe pour toi? Bah, les semaines à la maison, elles sont assez pépères, on va dire. C'est le moment où on rentre. Déjà, on retrouve la maison. Ça prend toujours enfin 2, 3 jours pour que tout le monde se remette au diapason, que Colline elle perde son excitation de me revoir, enfin voilà, qu'on se remette un peu, bah ouais, qu'on se remette au diapason les trois ensemble. Puis après, c'est vraiment les trucs de base. Moi, quand je suis à la maison, j'essaye de prendre le relais de tout ce qu'Arnaud fait quand je suis pas là, que ça soit ben faire les repas, enfin c'est vraiment les trucs basiques, faire la lessive, faire les repas, s'occuper de la maison, s'occuper de Colline, essayer de lui laisser lui un peu de temps pour que s'il y a des bonnes conditions, qu'il puisse aller naviguer, qu'il puisse faire sa musique ou ses trucs. Et puis avant que je reparte, et ensuite moi mes journées elles sont le matin, je vais faire du sport. J'ai la chance d'être suivie par Kylian Philippe qui suit aussi d'autres athlètes français et avec qui je travaille depuis 3 ans maintenant et qui m'a apporté beaucoup et qui m'apporte beaucoup aussi dans le soutien moral, on va dire. Enfin, c'est une personne vraiment très importante pour moi. Et du coup, ben, j'ai mon programme d'entraînement. Donc, en général, je vais faire du sport. Et après, je rentre à la maison.
voilà, je fais mes petits trucs. Après, il y a toujours un peu de boulot à faire pour le projet, que ça soit des débriefings ou des choses en annexe. Et puis voilà, je m'occupe de ma petite famille avant de repartir. C'est important d'avoir un compagnon qui comprend si bien ce mode de vie? Ben, je pense que c'est une condition sine qua non, déjà d'avoir quelqu'un qui accepte le fait qu'on parte, hein, parce que quand je pars, ben, il se retrouve parent solo avec toutes les difficultés que ça représente quand on a un job à 100%, puis qu'il faut tout, enfin, faut gérer l'enfant, mais aussi toute la maison, et toute la logistique. Donc, c'est important. C'est parfois pas facile pour lui. Je pense que des fois, il aimerait bien que je fasse un métier différent, mais j'ai de la chance que malgré tout, je me sente toujours soutenue et des fois, moi aussi, enfin, en fait, des fois, j'aimerais bien aussi avoir une vie un peu plus posée pour ben, un peu plus relax. En fait, je pense que ça nous permettrait de vivre des choses aussi différentes, quoi, d'avoir un boulot de lundi à vendredi et les week-ends, ben, ça serait différent. Après, ben, on a la chance, Arnaud, il travaille à l'éducation nationale. Moi, j'ai aussi beaucoup de temps libre en dehors des projets voiles. Je fais en sorte de pas trop travailler, ce qui nous permet quand même de partager des chouettes moments en famille et d'avoir quand même pas mal de semaines de vacances par an. Donc, c'est toujours une histoire de compromis et on a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Quand tu, repenses à ce que tu nous disais en tout début de podcast, à ces, croisières en famille, à ces, moments où, votre papa vous poussait à faire plein de trucs, et donc à ne pas s'affaler sur le canapé. Hem, de quoi est-ce que tu es la plus fière, la plus contente aujourd'hui? Même si, voilà, on va pas faire un bilan tout de suite, mais, en tout cas, quand tu regardes le tout ce qui s'est déjà passé? Bah, je suis très satisfaite de ma vie en général, quoi. Je suis plutôt, je suis heureuse. J'ai une super famille, justement, avec un compagnon qui me soutient. Je fais partie de projets voile exceptionnels dont j'aurais pas. Je pense que si on m'avait dit ça quand j'avais 20 ans, j'aurais jamais cru que je ferais tout ce que j'ai fait. J'ai rencontré Enfin voilà, je suis très bien entourée, j'ai des super copines, des super copains. Enfin, en fait, ouais, je suis bien, donc enfin, je crois que c'est ça le plus important, quoi. Quand tu dis, si on m'avait dit ça, que je ferais tout ça, quand, j'avais 20 ans, je sais pas si j'y aurais, cru. Hem, Ça dit quoi de ton malgré tout, de ton caractère, Élodie, de ta personnalité, heu, d'avoir réussi tout ça aujourd'hui? Ben, je pense que c'est vraiment justement le fait d'être assez adaptable et rapidement, disons, j'arrive très vite à me fondre dans un groupe et je crois que c'est ça qui fait que les gens enfin, que les gens me rappellent ou ont envie de continuer à travailler avec moi, quoi. Je m'entends bien en général avec la plupart des gens, c'est facile. Je crois que enfin voilà. Ma bonne humeur et peut-être cette sorte de stabilité que j'ai à bord est appréciée et du coup voilà, ça s'est fait, tout s'est fait comme ça sans vraiment que je cherche non plus à aller vers certains projets, quoi. Ta passion aujourd'hui, à 41 ans donc, elle est, toujours aussi forte? À quel niveau? À quel degré? Alors oui, je suis passionnée par ce que je fais. Je trouve que ben, justement, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, donc ça rend les choses d'autant plus passionnantes. Et je dirais juste que des fois, je suis un peu retenue par la famille. Pour moi, c'est pas toujours facile de partir de la maison, surtout enfin, quand c'est pour des périodes relativement longues. Et disons que c'est le seul petit défaut, c'est que des fois, ben, ouais, j'ai de la peine à les quitter, quoi. Je les aime trop, ces deux-là. Et ta fille, elle mesure ce que sa maman fait comme métier? Elle en prend déjà conscience malgré son jeune âge? Oui, elle s'en rend compte. Et puis, je pense surtout la participation de Justine au Vendée Globe, qu'elle a aussi beaucoup suivi
avec nous, ça l'a fait. Enfin, elle sait que ça. C'est rigolo. L'autre jour, je l'entendais dire, ah, ma tante, ma tante, ma marraine, elle est célèbre. Donc enfin voilà, c'est rigolo quoi d'entendre les enfants discuter entre eux. Et non, bah je pense qu'elle se rend compte de ce qu'on fait. Après, enfin voilà, moi je vais essayer de lui transmettre le fait enfin qu'elle a pas de barrière à se mettre et qu'elle pourra faire tout ce qu'elle a envie dans sa vie. Et j'espère qu'on arrivera à continuer à ouvrir les barrières qui restent pour accéder à certains métiers pour les femmes. Vivement la transat, Café L'Or, Élodie. Ça va arriver vite maintenant. Tu as hâte de ce moment-là? Oui, oui, je me réjouis de, je me réjouis de partir. Il y a de l'appréhension? Ouais, un peu de mal. Enfin, moi, j'ai très facilement le mal de mer, mais ça, c'est un truc Oh! que je vais essayer de gérer bien, justement, pour le départ de cette course. Où, ben, la grosse différence quand on est en double plutôt qu'en équipage, c'est justement que si on est malade, ben, c'est C'est vraiment l'autre qui doit pénalisant. gérer? Mmh. Voilà, quand on est en équipage, on arrive toujours enfin, il y a quelqu'un qui peut prendre le relais pendant une journée et on se rattrape après. Donc ça va être une grosse partie à gérer, mais j'ai encore 2 mois pour me préparer. Et puis non, je me réjouis de découvrir justement un peu le double au long cours, quoi, parce que finalement la course la plus longue qu'on a faite avec Anne-Claire, c'est 4 jours et demi, la Med Max. Et je pense que je me réjouis de voir comment on arrive à s'organiser au fil des jours sur cette transat. Et je me réjouis aussi qu'on continue à découvrir notre bateau parce que je pense on a encore pas mal de choses à découvrir sur notre support et qu'on arrivera en fait à le mener au mieux sur cette transat. Et pour terminer, je vais reprendre des propos qui avaient été les tiens justement où toi tu avais voilà, tu insistais sur, l'engagement, communautaire, inspirer et accompagner les plus jeunes, générations. Aller faire, la transat Café L'Or en double sur un équipage, féminin en Ocean 50, autant dire que ça s'est pas vu souvent. C'est aussi ça, aller inspirer les jeunes générations, au-delà des compétitrices que vous êtes, bien sûr, au-delà des marins, talentueuses que vous êtes toutes les 2 évidemment. Est-ce qu'il y a aussi ce petit côté-là d'aller inspirer? Oui, enfin je pense que ça nous porte aussi malgré tout. Là, c'est vrai que ben ouais, on sera nous deux. Enfin, l'équipage féminin en Ocean 50. Il y aura aussi Audrey Augereau avec Erwan, Erol qui Roux, fera, voilà, puis qui fera la route du Rhum, qui fera la route du Rhum l'année prochaine. Donc il y aura 2 femmes sur les 10 bateaux. Il y aura 20% de femmes au départ de la route du Rhum en Ocean 50. Donc et c'est toujours pas la parité, donc faut continuer à bosser. Mais voilà, ces dernières années, il y en avait aucune. Donc, je pense ils font pas oublier qu'en faisant des petits projets, comme on avait justement fait avec le projet Leighton Magenta Multi-Hull for Women, on peut semer des petites graines d'idées dans la tête des gens. Et je me souviens que j'avais eu une discussion très intéressante avec Erwan Leroux, qui était président de la classe quand on avait monté ce projet. Et puis en fait, qui me disait, mais des fois, je crois que c'est pas qu'on veut pas de femmes à bord, c'est qu'on n'y pense pas. On pense pas à appeler une femme, une navigante pour être équipière plutôt que ben, nos copains avec qui on a l'habitude de naviguer. Et du coup, c'est génial que ben, il ait cette collaboration Audrey? avec Audrey et puis qu'il transmette aussi toute son expérience. Du coup, le projet, il est vraiment vertueux, quoi, vraiment positif pour les femmes dans la voile. Et je crois que des fois, il faut voilà des petites actions, des petits projets qu'on fait, des petits coups de pouce qu'on peut donner à gauche à droite. Ça peut vraiment avoir un gros impact à la fin. Et c'est ce que montre aujourd'hui Upwind by Mer Concept. Et il faut espérer que des projets similaires, enfin ce projet-là, fasse des petits dans d'autres séries, dans d'autres sports. Et voilà, des petites choses peuvent en amener de grandes. Merci beaucoup Élodie Jane d'avoir été, notre invitée dans Navigante. On va te laisser profiter des quelques heures toute seule, hein, pendant que Colline, a fait sa rentrée en CP. Puis, bah, après, il faudra préparer le goûter, tout ça et puis récolter les premières impressions de cette grande rentrée. Oui, merci beaucoup Hélène.
Merci, bonne fin de journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.